Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que toutes les 3 secondes, on diagnostique quelqu'un avec Alzheimer ou avec de la démence. Toutes les 3 secondes dans le monde. Et donc, Alzheimer, c'est la 6e cause de mort. Hein. Elle tue plus que le cancer du sein et la prostate assemblée. Et la médecine occidentale n'a toujours pas trouvé de solution. C'est une maladie très mal comprise, c'est la plus cruelle et la plus coûteuse de toutes. Et aujourd'hui, on a vraiment de quoi la prévenir et la ralentir et même en inverser la progression. Mais personne ne va vous en parler et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous traduire donc du mieux que je puisse le contenu de cette interview de Sayerji qui est vraiment passionnant. Alors, ce garçon dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui c'est? Ben voilà, c'est le fondateur et directeur de greenmedinfo.com, qui est un organisme. C'était la plus grande référence mondiale en termes de ressources naturelles prouvées. Tout ce à quoi, en fait, votre médecin en général n'a pas accès parce qu'il n'a pas le temps de mettre le nez dedans. Mais donc, voilà, lui, il est le fondateur et directeur de cette plus grande référence mondiale en termes de ressources naturelles prouvées. Et il est cofondateur de l'Alliance pour la prise de conscience vaccinale. Okay. La prise de conscience vaccinale. Donc aujourd'hui, on va parler de cette part de mémoire. Et si on écoute le discours classique, on entend que, en ce qui concerne la perte de mémoire, on est tout simplement condamné à la subir. Hein. Mais l'est-on vraiment condamné à la subir? Fait-elle partie de la vieillesse? Absolument pas. Eh ben non. La médecine occidentale est tout à fait mal informée à ce sujet. Pour Sayerji, il est important de préciser que quelqu'un qui commence seulement à s'intéresser à ce genre de sujet a sans doute entendu beaucoup de « Oh, vous savez, vous vieillissez, c'est normal, acceptez la situation ». C'est un peu ce qu'on entend dans beaucoup de situations d'ailleurs, il n'y a pas que pour Alzheimer. Hein. Donc quelqu'un qui vient juste d'avoir ce type de problème, on va lui dire écoutez, c'est pas grave, mais vous vieillissez, c'est normal, vous avez de l'arthrite, vous vieillissez, vous avez un problème de mémoire, vous vieillissez. Hein. Mais ce qu'il faut expliquer à tous ces gens qui commencent à mettre le pied dedans, c'est que la plupart des médecins ne sont absolument pas éduqués sur ce dont on va parler ce soir. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il vous confirme ce que vous allez apprendre. C'est pas la peine de venir demain ou après-demain et de dire ah j'ai écouté un truc sur l'internet hier et là on nous a dit que ça, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben non. Pourquoi? Parce que alors là, Sayerji nous précise que même si un médecin croit intimement qu'une personne qui veut guérir doit faire des changements dans son style de vie, pour lui, suggérer ça publiquement, c'est simplement une menace pour sa profession. Donc il ne peut pas, même s'il le croit intimement. Il y en a beaucoup. À titre d'illustration, il y a eu une publication récente là ici aux États-Unis qui raconte que ils sont en train de faire une chasse aux sorcières hein, sur tout ce qui est naturel, donc même surtout en ce qui concerne les compléments alimentaires. Alors, évidemment, si vous allez voir un toubib ici, il ne va pas vous dire que les compléments alimentaires, c'est important, hein, surtout pas. Mais pratiquement, si on les recense, il n'y a pas un toubib qui n'en prend pas, par contre. Hein. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Mais bon, voilà. Ce que la recherche nous dit, elle nous montre clairement que les problèmes débilitants de perte de mémoire, en fait, sont un produit de nos habitudes de vie. Et que nous avons le pouvoir d'éviter la perte de mémoire et même d'améliorer les fonctions de notre cerveau à n'importe quel âge. Bon, ça, vous avez déjà dû l'entendre, hein, c'est quelque chose quand même, on dit oui, en vieillissant, faites des mots croisés. Hein. Mais ce qu'on ne vous dit pas, d'après Sayerji, c'est qu'à cause du climat actuel en termes de régulation légale, il ne fait pas bon dire qu'on peut guérir quoi que ce soit. Hein. D'après lui, la vérité est très claire et elle nous dit que on trouve des tas de symptômes, mais à la base, il se peut que ce soit tout simplement un problème de glycémie, une exposition à des métaux lourds ou à n'importe quelle source de toxicité. Et ça, je vais vous dire un truc, ça peut s'appliquer à énormément de maladies. Hein.
surtout dès qu'elle est chronique. Et d'ailleurs, tout simplement, bon, c'est pas une maladie, mais c'est l'équivalent à la candidose chronique. C'est la même chose, glycémie, métaux lourds, toxicité. Ça rentre dans le moule. Hein. Et donc, il peut y avoir aussi des aspects psychospirituels dans l'origine de votre perte de mémoire, comme dans n'importe quelle autre maladie, encore une fois. Il existe des centaines de facteurs qui nourrissent nos symptômes au point qu'ils se rassemblent en une montagne appelée maladie d'Alzheimer. Alors moi je sais, tout ça c'est dur à avaler pour quelqu'un qui aimerait croire que la médecine moderne fonctionne encore dans l'intérêt de chacun. Ça nous fait tous rire. Hein. La médecine, il y en a encore qui croient que la médecine moderne fonctionne dans l'intérêt de chacun. Alors ceux qui pensent ça ignorent ceux qui contrôlent les intérêts derrière la scène. Hein. Il est vrai que lorsqu'on est diagnostiqué avec une maladie qui s'attend à bénéficier d'une certaine dose de compassion, parce qu'il y a des réels problèmes psychologiques en jeu, en fait, on n'a pas ça. On s'attend à bénéficier de compassion, mais ça n'existe pas. Enfin là, c'est marrant parce que j'en parle, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. C'est quelqu'un, ma mère hier, qui m'a envoyé un message d'urgence en me disant « Vite, il faut que tu aides un tel ». Les toubibs on lui ont fait croire qu'il allait mourir là tout de suite là parce qu'il a ça et que s'il ne faisait pas exactement tout ce qu'ils lui disent, il est bon, il est cuit. Voilà comment ça fonctionne. Hein. Quand vous avez quelque chose, tout ce qu'on vous dit, on ne sait absolument pas ce que c'est, mais votre pronostic vital est sans doute en jeu, ou peut-être en jeu. Du coup, faites tout ce qu'on vous dit, entre autres, passez sur le billard. Et bien c'est pareil pour Alzheimer. Alors il y a le raccourci miracle, c'est soigner la perte de mémoire. On dit que c'est issu de lésions dans le cerveau, issu de la calcification ou d'une accumulation de métaux lourds. Donc on va donner aux malades de grosses quantités d'huile de coco. Alors ça c'est la version raccourci miracle que personne ne va vous dire. Et donc son cerveau va absorber des kétones au lieu du sucre. Et subitement il se met à retrouver la mémoire. Ça, on sait que ça fonctionne, mais c'est quelque chose dont on ne vous parlera jamais. Alors même pour les kétones, hein, j'ai entendu de toutes les couleurs, mais enfin, on ne veut pas rentrer dans le sujet ici. Il faut donc s'occuper de l'origine du problème. Là, dans le cas de l'huile de coco, qui est archi connue pour aider les personnes qui ont de l'Alzheimer et même prévenir l'Alzheimer, l'huile de coco, elle ne s'est pas contentée de guérir la maladie, hein. En fait, elle a résolu un certain nombre de problèmes qui se retrouvent en amont de la mémoire suboptimale et des fonctions cognitives. Ça vient bien avant. Et c'est une façon dont les praticiens fonctionnels abordent la cause du problème, contrairement aux autres qui ne s'attaquent qu'aux symptômes. Et donc, ils essayent d'identifier et de résoudre cette cause. Et donc, c'est une façon bien plus gratifiante de parler du problème. Parce que là, au moins, il va y avoir des solutions. On en parlera tout à l'heure, mais l'huile de coco, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi chez les gens qui font de la candidose, évidemment, parce que encore une fois les causes sont exactement les mêmes, mais il faut savoir que évidemment les gens qui souffrent d'Alzheimer sont bourrés de candidose jusqu'aux yeux, hein, et ils s'en sont couverts, hein. Donc en fait, dès qu'on commence à utiliser l'huile de coco chez eux, on va agir au niveau inflammatoire et toxicité très profondément. Alors là, on a des chiffres, effectivement. Notre espèce est en train de subir une magnifique épidémie de neurodégénération. Et des études, évidemment, en parlent. Il y a eu 191 000 études qui sont publiées et stockées dans la base de données de la Bibliothèque nationale de médecine sur pubmed.gov au sujet de l'Alzheimer ou de la démence. 7000 de ces études concernent des moyens alternatifs de soigner ce genre de problème. Des moyens alternatifs, donc naturels. 7000 études. 7000 études qui sont publiées et sont stockées et qui vous disent comment soigner l'Alzheimer et la démence avec des moyens alternatifs, naturels. Donc Sayer a sélectionné 3 thérapies naturelles prometteuses en matière d'Alzheimer et surtout 99 substances qui ont été étudiées en tant qu'agents neuroprotecteurs
et qui sont capables de prévenir le déclenchement des symptômes qui amènent au diagnostic. Et donc ça favorise la neurorégénération. Ça régénère les neurones. Et donc il en parle parce qu'il y a des essais cliniques. Donc il y a des centaines d'essais cliniques qui visent l'approbation du FDA, donc c'est Food and Drug Administration, pour traiter l'Alzheimer, parce qu'il faut cette approbation pour que ça puisse être commercialisé et même approuvé par les médecins. Hein. Donc c'est des essais cliniques qui visent à traiter Alzheimer, qui visent à améliorer la condition de vie et ralentir la progression. Et aujourd'hui, des centaines de milliards de dollars ont été dépensés, rien n'a été identifié pour ralentir la progression. Pourquoi ? Parce qu'on s'obstine absolument à utiliser des substances synthétiques. Et quand je dis on, c'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est les seuls qui ont les moyens de faire approuver quoi que ce soit pour le FDA. Ça coûte des millions. Hein. Et donc, contrairement aux substances naturelles, les substances synthétiques ne peuvent pas être patentées. Non, c'est les substances synthétiques qui peuvent être patentées. Les substances naturelles ne peuvent pas être patentées. Voilà. Les substances naturelles ne peuvent pas... les synthétiques peuvent être patentées et les naturelles ne peuvent pas l'être. Hein. Donc, c'est les substances synthétiques qui peuvent être patentées et c'est vers elles qu'on va les se tourner parce que c'est elles qui peuvent rapporter des millions, c'est pas l'inverse. Voilà. Et donc, il y a un autre genre de recherche qui existe, hein, dont personne ne parle parce que les intérêts financiers sont insuffisants. Hein. Et donc, on ne va pas en parler, tout ça. Parce que ça ne rapporte rien d'en parler, comme d'habitude. Donc, des études sur 99 substances existent et sont publiées sur Medline One. Qui est c'est un endroit où on peut justement trouver toutes ces publications. Et on a démontré que le curcuma, la vitamine D et l'acide folique ont des propriétés thérapeutiques qui agissent sur la régénération des nerfs, donc la neurorégénération, et des propriétés qu'on ne trouve pas dans les produits subventionnés par la course au profit de la médecine synthétique. Okay. Donc, dans curcuma, vitamine D et acide folique, on va trouver des propriétés qui sont complètement introuvables dans tout ce qui est médicaments. Okay. Et lorsque des substances naturelles sont identifiées comme étant réellement efficaces, personne ne va le dire, parce que les médias, évidemment, sont supportés financièrement par qui ne veut pas qu'on parle de substances naturelles, c'est-à-dire Big Pharma. Big Pharma donne... Est-ce que vous voyez vraiment que ce soit même en France, hein, je veux dire, partout? Est-ce que vous entendez une chaîne de radio ou une chaîne de télé qui régulièrement va vous dire, bon d'accord, ils ont créé ça comme médicament, alors vraiment, au niveau principe actif, c'est du pipeau à côté de ce qu'on peut trouver dans tel et tel produit naturel. Ça m'étonnerait, hein, c'est pas possible. Alors du côté des produits pharmaceutiques, des milliards sont dépensés pour essayer divers produits chimiques, hein, et évidemment manipuler les statistiques, ça c'est leur spécialité, de manipuler les statistiques, de façon à faire apparaître des bénéfices sur des produits en question face au placebo. Il faut que en face du placebo, on ait l'impression que le médicament est beaucoup plus efficace. Et ça, c'est montrable seulement si on manipule les statistiques. Mais au bout du compte, lorsqu'on examine les données, et surtout lorsqu'elles sont indépendantes, ce qui est très rare, on va trouver que la plupart de ce qui existe sur le marché actuel, comme l'Aricept, c'est ce qu'on donne en général à ceux qui ont l'Alzheimer, n'a en fait absolument aucune valeur et en fait provoque beaucoup de neurotoxicité. Mais c'est la même chose pour un tas de médicaments, hein, pour l'hypertension, pour un tas de trucs. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé a fini par placer ce médicament parmi les 11 médicaments qui provoquent le plus de crises d'apoplexie. Les publications des études sur les médicaments sont largement manipulées et les substances naturelles qui ont été étudiées sont passées complètement inaperçues. Mais encore une fois, ça n'est parce que personne n'en parle. Et c'est pas parce que personne n'en parle qu'elles n'existent pas, ces études. Et c'est pareil sur plein de domaines. Je vous en ai déjà parlé au sujet du cancer. Quand vous avez un problème très grave et vous avez un cancer, et que vous demandez en toute confiance à votre cancérologue, est-ce que vous croyez que je peux utiliser telle et telle substance naturelle en plus pour soutenir mon... Il va vous dire, écoutez, non.
Mais c'est pas parce que c'est pas bon, c'est uniquement parce qu'il ne le sait pas. Il ne sait pas que les études qui prouvent que c'est bon existent, et tant qu'il aura un doute, il préfère vous dire que non. Parce que les médecins sont formés à ne pratiquer que dans la certitude. Malgré que, la certitude, c'est vrai que vis-à-vis d'un produit chimique, on a toujours une certitude. Il va provoquer des effets secondaires, et il va faire exactement ce qu'on lui demande. Ce qui n'est pas le cas d'une substance intelligente et adaptative comme une huile essentielle. On ne peut pas savoir exactement comment elle va réagir à quelqu'un, puisque nous sommes tous différents, et qu'elle va avoir une action différente sur chacun. Même s'il y a des grands cadres. Mais basiquement, au bout du compte, on ne sait pas combien de temps il va lui falloir pour agir sur certains niveaux. Parce que ça va dépendre de la façon dont la personne va réagir à l'huile. Donc, ça c'est quelque chose dont les médecins ont horreur, c'est l'incertitude. Et ça leur demande beaucoup plus de travail parce qu'il faut qu'ils suivent la personne. Là, ils vous voient 10 minutes, même pas 5, et ils peuvent vous dire prenez ça. Donc, si vous consultez GreenMed Info aujourd'hui, vous allez trouver en fait 30 études qui prouvent les effets bénéfiques du curcuma sur Alzheimer. Et c'est des études qui vont vous dire que le curcuma favorise l'élimination de la bêta-amyloïde. C'est la protéine qu'on trouve dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer et qui est considérée comme une sentence de mort. Et donc c'est le genre d'information qui devrait redonner espoir à des millions de personnes qui souffrent. Mais on n'en parle pas parce que, comme 70% des médias sont soutenus financièrement par l'industrie pharmaceutique, ça doit rester complètement confidentiel. Parce que ça irait à l'encontre de l'utilisation des médicaments contre l'Alzheimer. Alors il faut se rappeler d'une chose importante, c'est que ce qui se manifeste sous la forme d'une maladie comme Alzheimer, c'est le produit d'un dérèglement en chaîne de notre capacité de détoxification naturelle. Ce qui est absolument la même chose que dans n'importe quelle autre maladie. Que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quoi. C'est un dérèglement en chaîne de notre capacité de détoxification. Ça va jusqu'à l'autisme, ça va jusqu'à la dépression. C'est le même principe pour tout ça. Et donc, il est indispensable de se demander ce qui a tout déclenché au départ. Qu'est-ce qui fait qu'on a fait tout faux? Et donc, qu'est-ce que nous devons absolument éviter pour éliminer la grande menace? Eh bien, il est possible de ne pas simplement subir. On a en fait les moyens de nous protéger et de profiter du pouvoir que nous donne notre corps. Et pour ça, il faut soutenir son pouvoir d'auto-régénération, tout simplement. Et ça, c'est pas quelque chose que vous ferez en prenant de la Ricept, parce que c'est un traitement qui augmente l'activité dégénérescente de la maladie et qui donc accroît l'épidémie. C'est le même principe que pour le médicament de la pression artérielle, l'hypertension. On a démontré que c'était un médicament qui entretenait les pics de glycémie chez les gens et que c'était les pics de glycémie qui entretenaient l'hypertension. Voilà. Donc c'est le médicament qui soi-disant vous fait chuter votre tension, mais qui en même temps par en dessous entretient le problème. Et bien c'est pareil là. À chaque moment, notre corps doit régénérer les tissus endommagés. Et si ça ne se produit plus, c'est qu'il y a une interférence, c'est qu'il y a un bug. Et ce bug, souvent, la plupart du temps, n'est qu'un problème de croyance. Mais ça, on va en reparler. Donc cette interférence pourrait être aussi les effets toxiques d'une accumulation d'aluminium, de mercure, de plomb. Bon, ça c'est le coup des métaux lourds classiques. Ça peut venir donc d'une bouche pleine d'amalgame dentaire. Mais encore une fois, ça vient la plupart du temps d'une prise de médicaments sur le long terme, sur plusieurs décennies. C'est bien pour ça que vous n'avez rien quand vous êtes jeune. Et encore, il y a des gens de plus en plus jeunes qui déclenchent de l'Alzheimer, parce qu'il y en a qui ont commencé les médicaments très tôt. Et il y en a qui ont surtout des défaillances d'élimination, des défaillances de système de détoxification. Et l'ennui, c'est que si on n'élimine pas ces substances toxiques, il y a tout le reste qui se déclenche, tout le jeu de domino qui se déclenche. Et il n'a plus rien, le corps n'a plus rien pour stimuler les fonctions de détoxification.
Et rien que ça, eh ben, ça fait beaucoup. Il faut absolument stimuler la détox naturelle du corps. En plus des métaux lourds, évidemment, il y a le sempiternel sucre, qui est un facteur déterminant dans l'apparition de ce qu'on appelle le diabète 3. Je vous rappelle qu'il y a le diabète 1 qui est auto-immune, le diabète 2 qui est réversible, et le diabète 3, c'est quand les cellules du cerveau se mettent à résister à l'insuline. Donc, les cellules bloquent le cerveau, l'empêchent d'atteindre cette source d'énergie indispensable. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, comme il y a une grosse prise de conscience sur le sucre, justement, de plus en plus de mères évitent de donner des bonbons à leurs enfants parce qu'elles veulent les protéger du sucre. Et il y a eu une autorisation, je ne sais plus d'où, j'ai entendu parler de ça, à l'échelle européenne, qui autorise les boîtes les fabricants de bonbons à dire que le sucre est indispensable au cerveau. Sous-entendu, donner du sucre à vos enfants pour qu'ils puissent correctement travailler. C'est vrai, mais il y a sucre et sucre. C'est vrai que le cerveau a besoin de sucre, mais pas n'importe lequel, okay, et pas n'importe quelle quantité non plus. Donc, lorsqu'on prive le cerveau de glucose, en 3 minutes, il panique et se retrouve en situation de stress. Du coup, exprès, parce qu'un stress, ça augmente automatiquement le niveau de sucre. Ça balance, ça fait monter, ça fait une décharge de glycémie dans le sang, une histoire de pouvoir survivre. Quand on est dans une situation de stress qui nous met en situation de vie ou de mort, malgré tout, on va survivre à cause de ce principe-là, de ce phénomène. Alors, mais le problème, c'est que ça, voilà, c'est un système automatique. On va du coup monter le cortisol et l'adrénaline. On va se retrouver en fatigue chronique en moins de 2. Les gens qui vivent ça, ils doivent être dépressifs et fatigués en permanence. Il y a de quoi avoir envie de se flinguer, rien qu'à cause de ça. Ce type de... Il y a de quoi évidemment perdre la boule, effectivement. Si on fournit une alternative de choix au cerveau, dans ces cas-là, comme l'huile de coco par exemple, qui est une source notoire d'acide caprylique, eh ben, le cerveau n'aura plus aucun problème pour fonctionner correctement. Et donc le simple fait de consommer de l'huile de coco donne de grands résultats sur la mémoire et les fonctions cognitives. Si j'avais su ça pour ma grand-mère, ça aurait tout changé. Mais elle, quand on regarde pourquoi, moi maintenant que je sais ce que je sais pourquoi elle a vécu avant sa mort une année atroce de démence totale où elle voyait les gens, elle les reconnaissait pas, elle les prenait pour des monstres. Elle était sûre qu'on venait pour la tuer. Mais c'est une femme qui s'est bourrée de médicaments toute sa vie. C'était une grande consommatrice de médicaments, il n'y a absolument aucune surprise dans l'issue du problème là. Et justement, ma grand-mère, elle prenait des statines. Et là, je vais vous expliquer pourquoi les statines sont tellement dangereuses et à quel point elles contribuent à l'apparition des maladies neurodégénératives. Les statines, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des neurotoxiques très puissants qui sont là pour, soi-disant, contrôler le cholestérol. Mais les statines, du coup, menacent le cerveau parce que le cerveau est constitué de 30% de cholestérol. Et donc, si vous prenez un médicament comme les statines, dont le travail principal, c'est justement de prévenir la synthèse de ce cholestérol, et bien vous empêchez la synthèse du cholestérol là où on en a le plus besoin, au niveau du cerveau. Ok ? Et ça, c'est complètement absurde. Ça vous bousille votre cerveau, tout simplement. D'accord. Du coup, il y a quelques années, le FDA a fait ajouter sur les étiquettes de statines que les statines pouvaient provoquer démence, problèmes de mémoire, résistance insulinique et diabète 2. C'est bien, hein, ça vaut le coup de prendre des statines, surtout quand on pense à quel point toutes ces histoires de cholestérol aujourd'hui, c'est complètement, mais ça n'a aucun sens. Et quand on voit à quel point, en fait, on est complètement manipulé par les tests sanguins, les chiffres, les taux de cholestérol, tous ces trucs-là, mais c'est un pipeau mis en place pour vous faire avaler ces cochonneries-là.
pour pérenniser la vente des statines. Et à côté de ça, voilà, c'est démence, problème de mémoire, résistance insulinique et diabète 2. C'est chouette, hein, ça. Donc du coup, il va évidemment se rajouter tous les médicaments du diabète 2 et de l'hypertension, ça va ensemble. Donc, encore une fois, le problème se résume très souvent à une exposition aux métaux lourds et aux produits chimiques, et surtout des déficiences et incompatibilités nutritionnelles, mais à l'état d'esprit qu'on a vis-à-vis de ces maladies. Parce que c'est la façon qu'on a de voir les choses change tout. La façon dont on a confiance ou pas, je veux dire, est-ce qu'on a ou pas une chance de guérir? Ça, c'est l'état d'esprit qui va dépendre du discours du praticien ou du spécialiste ou du thérapeute que vous allez avoir en face. Donc de la personne qui sera là pour vous rendre ou pas le pouvoir sur votre santé. Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui vous donne le pouvoir et qui vous donne les moyens de vous battre contre une maladie, ou si c'est quelqu'un qui vous laisse là comme un tas inerte à attendre qu'il se passe quelque chose, hein? La plupart du temps, quand on vous dit, voilà, vous me prenez ça et vous ne discutez pas, qu'est-ce que vous êtes à votre avis? Est-ce que vous êtes acteur de votre santé ou est-ce que vous êtes, voilà, un tas inerte qui se laisse faire? Et Sayad ne mâche pas ses mots à ce sujet et il le répète. Pour ça, je vous ai mis vraiment tout le paragraphe ici. Un des facteurs les plus dangereux est de croire, et ce en quoi on va croire. Et c'est le cas aussi avec le cancer. La plus grosse menace se résume à mettre les pieds dans le bureau d'un médecin traditionnel et lui dire qu'on a des problèmes de mémoire. On va nous faire des tests, on va nous catégoriser avec de la démence, on va nous dire que c'est cuit, ce sera le coup près du verdict et il n'y aura plus qu'à abdiquer. Et puis on va se faire mettre à vie sous médicament qui va jour après jour enfoncer un peu plus vers l'issue fatale. Et c'est le cas pour plein d'autres médicaments, hein, c'est pas que pour l'Alzheimer. Hein. Donc encore une fois, c'est l'hygiène de vie qui va rendre au corps ses pouvoirs de régénération et la capacité à réguler sa production de cholestérol, à éliminer les toxines qui vont interférer dans la bonne fonction de tous les organes, inclus le cerveau. Et pour ça, il y a des stratégies. Donc la première chose, c'est d'utiliser le curcuma, évidemment. Pourquoi? Parce que il y a une étude publiée en 2006 dans le Journal of Alzheimer's Disease, donc le journal d'Alzheimer, qui dit qu'il faut que utiliser le curcuma, ça a permis d'identifier une régression nette de la perte de mémoire et une récupération, et l'amélioration des indicateurs de bêta-amyloïdes dans le cerveau par rapport à ceux qui avaient pris la curcumine. Donc ceux qui ont pris la curcumine ont eu une bien meilleure amélioration de ces indicateurs que ceux qui ne l'avaient pas fait. Et donc il a suffi que quelques jours pour que le panel montre des signes de récupération de mémoire. En quelques jours. Et ça, c'est une thérapie qui est abordable, qui est sans danger et qui est accessible à tous. Et surtout, les résultats sont bien supérieurs à ceux des médicaments. Et ça a été publié depuis 2006. Et personne ne vous en a parlé, si ça se trouve. Donc, il ne faut pas attendre le diagnostic. Bon, là, c'est pas pour de la curcumine qu'une compagnie va dépenser les milliards de dollars nécessaires à la validation de la substance dans les phases 1, 2 et 3 des essais cliniques du FDA. Hein. Ça signifie que si vous allez voir le médecin aujourd'hui pour lui dire « J'ai entendu sur Internet que la curcumine, c'était bien pour mon mari qui a de l'Alzheimer », on ne va pas vous dire « Effectivement, c'est une bonne idée, tiens, allez me faire ça ». Et on ne va pas vous dire quoi que ce soit, simplement parce que ça n'a pas encore été approuvé par le FDA. Hein. Tant que ce n'est pas approuvé par le FDA, le médecin n'est pas protégé légalement par l'approbation du FDA. Donc c'est à vous, en fait, de faire la différence entre le blanc-seing de la haute administration qu'il faut rémunérer grassement et la sécurité de substances naturelles non reconnues, parce que non rentables. Mais c'est tout le temps pareil. Enfin, c'est pas que dans ce cas-là. Pour ça, j'aime bien qu'il ait enfin dit tout ça, Sayerji, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à tous les cas en face desquels on est aujourd'hui en cas de maladie grave, et même quand c'est pas grave d'ailleurs. Donc il faut que vous sachiez pratiquer une prévention efficace et donc ajouter cette épice à vos plats, hein, tout simplement. Les Indiens, ils en mettent partout, le curcuma, ça fait partie des ingrédients du curry.
Les Indiens, ils en ont matin, midi et soir. C'est vrai que du coup, ça se sent, ils transpirent le curcuma. Bon, si vous ne pouvez pas avaler du curcuma, il y a l'huile essentielle. Hein. L'huile essentielle de curcuma, vous pouvez ajouter dans vos mélanges aromatiques. Hein, c'est pas difficile, ça. Il faut savoir par contre que les hautes doses ne sont pas nécessairement plus efficaces que les plus petites doses. Hein, pas parce que vous allez en mettre beaucoup, ça va être mieux. Il faut des petites doses régulières. C'est ce qu'on a vu qui était le plus efficace dans la reprise de mémoire, plutôt que des grosses doses massives. Alors, n'allez pas me demander, oui, alors, combien il faut que j'en prenne par jour une cuillère à soupe? J'en sais rien. L'important, c'est que vous en preniez des petites doses régulièrement. C'est tout. À côté de ça, il y a l'ensoleillement pour la vitamine D. Hein. Pour Sayerji, l'exposition au soleil, ça reste un facteur de guérison, même pendant un coucher de soleil. Énorme. Il y a aussi la vitamine C. Il n'y a aucune vitamine en cachet qui remplacera une vitamine C issue de quelque chose que vous allez avaler, hein, une source alimentaire. Au sujet de la vitamine D, j'ai écrit quelque chose à ce sujet il n'y a pas longtemps, au sujet de... Ouais, c'était pour parler de les abus liés à l'utilisation des écrans totaux. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ça, on a fait corréler les chiffres de l'apparition massive des écrans totaux sur le marché et de l'augmentation du cancer de la peau. Curieusement, c'est pas parce qu'il y a plus d'écrans totaux sur le marché qu'il y a moins des cancers de la peau, tout simplement parce que c'est la vitamine D qui est la meilleure protection anti-cancer de la peau, et mettre des écrans totaux partout, ça vous empêche d'absorber cette vitamine D. Okay, qui, encore une fois, dépend de votre ensoleillement. Ça dépend pas c'est pas parce que vous vous cachez que vous allez en absorber en complément alimentaire. Et je vais vous donner l'exemple de ma maman, à qui on avait diagnostiqué il y a quelques années un tout petit cancer de rien du tout. C'était pas un cancer dangereux du tout, c'était une forme cancéreuse, un petit truc de rien du tout sur la peau, sur le visage. Et ils lui ont enlevé ça en lui faisant bien peur, etc. Et l'abruti de dermato qui s'est occupé d'elle lui a dit, bon, vous avez complètement abusé de votre capital soleil, vous ne pouvez plus du tout vous exposer. Il faut absolument que quand vous allez dehors, vous soyez entièrement couverte de grand total et sous chapeau, manches longues, etc. Donc ma maman, ça fait quelques années maintenant qu'elle fait ça, alors que je suis assez contre, mais enfin bon, elle a peur, c'est normal. Je veux dire, de toute façon, un tulip, ça fonctionne comme ça, avec la trouille. Hein. Et elle s'est rendue compte il n'y a pas longtemps qu'elle commençait à faire une dégénération maculaire au niveau des yeux, des MLA. Et je lui dis, mais tu sais, c'est quand même beaucoup lié à ton exposition au soleil, tout ça, etc. Et bon, elle s'est finalement décidée. Je lui dis, t'es pas forcé de te mettre comme ça dans un transat au soleil allongé, mais t'es pas forcé non plus de te couvrir d'écran total et de te couvrir complètement toute la... Essaie quand même d'aller te mettre au soleil un tout petit peu le matin et soir, pas quand ça tape à fond, mais je veux dire, bon. Et ben elle a senti la différence. Voilà. Elle a complètement senti la différence. Elle m'a dit, j'ai l'impression que tu m'as sauvé la vie en me disant d'aller me mettre au soleil. Elle l'a senti à plein de niveaux. Pas que, bon, alors maintenant au niveau de la DMLA, on n'en sait rien. C'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler, enfin qu'elle peut identifier elle-même. Bon, elle a un tout petit début de DMLA et on s'efforce de renverser le truc, mais c'est indispensable d'aller se mettre au soleil, c'est tout. Même, elle me disait, oui, mais c'est pas grave, je prends de la vitamine D, tant de doses par jour. On s'en fout. On s'en fout. Tant qu'il y a du soleil, il faut y aller. C'est tout. Et ça, que ce soit pour Alzheimer ou pour n'importe quelle autre maladie dégénérative. Le soleil, c'est indispensable. Et là, il insiste là-dessus. Il le dit, lumière et mélatonine, c'est hyper important. Donc, il faut qu'on se lève lorsque le soleil se lève et qu'on se couche avec le coucher du soleil. Et voilà. Et il explique aussi que si on s'expose à une mauvaise source de lumière, en particulier la lumière artificielle du soir, on va interférer avec ce qui protège nos nerfs. C'est la mélatonine. Donc si vous voulez ne pas subir les maladies des temps modernes, vous ne devez pas devenir l'esclave de ces temps modernes. Donc il faut que vous évitiez de manger ce qui s'éloigne trop de la nature. Il faut ne pas oublier il faut penser à marcher dehors dans l'herbe, les pieds nus. Il faut aller sous le soleil.
il faut respirer profondément. Et il faut regarder le soleil se coucher, hein, et même se lever si vous pouvez. Moi, un de mes plus grands pieds, c'est de partir très tôt le matin et aller me mettre à la plage et de regarder le soleil se lever sur la plage, quoi. Il y a des choses comme ça il faut que vous vous exposiez à ce qui provoque le bonheur. Okay. D'ailleurs, à propos de bonheur, on en vient à parler d'amour parce qu'aujourd'hui, nos contacts réels avec les autres sont vraiment c'est en voie de disparition. Hein. Tout ce qui est compassion, partage, ça n'a plus une très grande place dans nos vies. Et entre le manque d'amour et la prolifération de produits toxiques, c'est un miracle que certains d'entre nous trouvent encore le moyen de rester en forme. Et Sayerji nous explique que les personnes qui arrivent vers la fin de leur vie, et de plus en plus, même ceux qui ont 30, 40 ou 50 ans, peuvent se sentir très seuls et même pas se sentir aimés du tout. Et il dit que le manque d'amour, la solitude sont sans doute ce qui peut arriver de pire dans la vie, mentalement et émotionnellement. Et ma mère me dit, mon maman elle a quoi, 77 ans, elle me dit, ouais, maintenant les vieux, on est dans une société qui nous exclut, qui ne nous regarde pas. Et c'est rigolo parce que c'est vrai qu'elle est venue nous voir en Chine, et la Chine c'est l'inverse. En Chine, les personnes âgées sont révérées, sont extrêmement protégées. Il y a énormément de choses qui sont prévues par les personnes âgées et elles ne sont jamais en danger d'isolation. Jamais, 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 jamais. Hein. Il y a toujours quelque chose pour une personne âgée et elles ont une place définie dans la société, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, hein, chez nous. Et le manque d'amour, c'est gros. Les gens, ces gens-là font sans doute plus attention au reste. Hein. Lorsqu'on ne s'aime pas, en fait c'est ça, c'est quand on n'est pas aimé, souvent on ne s'aime plus non plus beaucoup. Et quand on ne s'aime pas, il n'y a plus grand chose qui n'a d'importance. Hein. Il n'y a pas que pour les vieux. Enfin, moi je vois ça chez beaucoup d'entre vous qui me contactaient. Il y a beaucoup d'entre vous avec des problèmes d'amour, des problèmes de recevoir ou pas de l'amour, hein, d'autoriser les autres à vous aimer. Et quand on ne s'aime pas, pas grand chose à d'importance. La nourriture n'a pas besoin d'être de qualité non plus. Hein. L'équilibre mental ne se remarque même pas, personne n'est là pour le voir. Et il y a une déconnexion qui s'installe. Et cette souffrance de tous les jours, ce refus de se souvenir, ce désir d'en finir, hein, de fuir la vie, c'est tout à fait légitime et ça n'a pas besoin nécessairement d'être labellisé Alzheimer. Hein. C'est une protection, tout simplement. Donc nombreuses sont les manifestations de grandes souffrances intérieures qui finissent par devenir dégénératives, mortelles et sur lesquelles on va mettre une étiquette. Tout simplement parce qu'on ne se soucie pas du tout des âmes qui souffrent. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il est hyper important de rester connecté et de profiter de ce qui nous connecte à tout ce qui est beau et ce qui apporte encore plus de bonheur et ce qui nous relie à ce qui nous fait vibrer. Donc il y a la musique, il y a évidemment tout ce qui fait intervenir le toucher, les massages, l'éveil des sens, les aliments vrais parce qu'ils sont vibrationnellement élevés, les bonnes graisses parce que là elles sont indispensables au cerveau, les alternatives au gluten et au sucre parce que ça vous évite de rentrer dans la spirale de l'inflammation permanente. Et puis parfois il faut changer de camp. Ça peut vous obliger à faire un peu bande à part, hein, à vous donner la sensation de vous éloigner du troupeau, hein, mais c'est souvent un choix nécessaire. Si vous ne souhaitez pas subir les maladies que le troupeau en question est en train, et d'une certaine façon condamné à subir, quand je parle du troupeau, c'est la majorité, celle qui suit aveuglément les directives médicales actuelles, il faut passer au travers. Donc si vous ne souhaitez pas subir la grande tendance et subir c'est une forme d'épidémie d'Alzheimer, et donc entretenir en même temps la vente des médicaments, hein, à longue durée, il faut peut-être changer de camp. Et donc il faut passer dans celui des bien portants qui ne sont pas toxiques. Et c'est vrai que c'est souvent plus challenging parce que c'est ce que me disent beaucoup des personnes qui me contactent, qui me disent oui,
j'ai ma belle-mère sur le dos, j'ai mon mari sur le dos, mais bon, moi j'ai bien compris qu'il fallait que si je voulais me protéger la vie, il fallait que je fasse autrement. Et ben oui, c'est un peu dramatique ça. Mais au moins, si vous avez la conviction que c'est vers là que vous devez partir, faites-le. Parce que vous verrez que c'est cette catégorie, c'est le camp des non-toxiques qui vous rendra quand même la vie la plus belle. Les personnes toxiques, elles sont toxiques physiquement, émotionnellement, dans leurs actions et dans leurs verbes, dans leurs paroles. Et leur toxicité, malheureusement, est contagieuse. Et vous n'en avez pas besoin. Okay, c'est hyper important de protéger vos pensées. On a les moyens de guérir ou de faire péricliter notre vie. Et tout ça, ça va dépendre de comment on va penser à chaque moment. Et ça va dépendre de si on s'efforce de rendre nos pensées positives, si on a la chance de voir la vie en rose, si on a la chance de la partager avec quelqu'un aussi. Mais ça, il faut activement changer. J'ai un problème de PowerPoint là, je suis désolée. Il faut activement choisir de ressentir la vie de façon positive et de faire des choix positifs. Et donc, vos pensées, vos comportements dépendent de la qualité de votre immunité. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Ça, ils viennent encore de publier quelque chose à ce sujet. Et sachant que votre immunité dépend principalement de votre flore intestinale, si vous voulez avoir une qualité de pensée, une qualité de réaction, une qualité de résilience dans la vie, il faut que vous ayez un ventre qui fonctionne correctement. Donc l'important c'est de ne jamais laisser tomber. Tant qu'on reste en vie, nos choix ont du pouvoir. Okay, donc si on nous colle l'étiquette d'une maladie, on a le choix ou de la subir ou de réagir. Voilà. Et surtout de ne pas accepter passivement ce que les autres ont décidé pour nous. Donc la vérité c'est qu'on a le pouvoir de choisir autrement et autre chose. Ça pourrait être aussi de commencer à respirer une huile essentielle ou de manger autrement. Ça n'a jamais tué personne et au moins ça fait du bien. Et rien que ça, c'est suffisant pour vous faire voir la vie sous un autre angle et de vous rendre le pouvoir. Surtout de vous rendre le pouvoir. Alors enfin, c'est génial. Sayerji parle beaucoup d'amour et de gratitude dans sa conférence. Je ne pouvais pas tout mettre, mais je voulais aussi quand même insister un peu sur le sujet parce que c'est ce que je pratique avec mes clients. Dans la gratitude, il n'y a pas de peur. Okay, et sans peur, il n'y a pas de stress. Et sans stress, nos vibrations restent élevées. Et sans stress, notre immunité aussi reste élevée. Et rien ne remplace l'amour de soi et la gratitude pour faire dégager le stress. C'était une façon idéale de se mettre sur la voie de la guérison. Voilà. Je suis désolée pour mes petits problèmes techniques sur l'imprimante, là, sur le PowerPoint. J'espère que ça ne sera pas sur votre PDF. Je voulais vous rajouter, voilà, en ce qui concerne donc cette immunité dont je vous parlais et le stress, là j'ai des outils qui sont tout prêts, qui sont hyper efficaces pour vous aider à gérer tout ça. Donc notre immunité dépend pour 80% de la qualité de notre microbiome intestinal. Et dans le mode d'emploi du microbiome, je vous explique tout sur le sujet et je vous donne des outils pour protéger tout ça. Et le stress étant une des principales sources de déséquilibre de ce microbiome, c'est malheureusement très... Enfin, je veux dire, c'est des vases communicants, les deux. Donc la bonne attitude, c'est vraiment de s'occuper des deux en même temps. Donc pour ceux qui ne les ont pas déjà, voilà, je vous remets les liens et je vais vous les remettre d'ailleurs dans le panel de contrôle. Et aussi je voulais préciser que ce sont deux modes d'emploi qui vous ouvrent les portes d'Aroma Pro Mini gratuitement, et ça n'a pas de prix basiquement, parce que vous lancer là-dedans, ça vous donne des moyens que rien d'autre ne pourra vous donner, certainement pas un médicament.